Bonjour, c'est Mac Adébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Paul Saucez. Bonjour, et nous sommes au Jardin de Marie, donc à Rennes-le-Château. Après la crypte oubliée, il s'agit maintenant du livre Le mystère décrypté. Donc c'est des clés pour en fait déverrouiller la démystification ourdie par Plantard, de Chérizet et de Sède. Donc chez édition PJS. Et il y a une préface de Christian Doumergue. Voilà. Tu vas nous parler un petit peu de comment tu t'es intéressé à toute cette affaire. Bon, déjà, il y a la crypte. Et maintenant, actuellement, sur justement l'affaire Plantard, un peu sur cette mystification, ce particularisme au doigt de Rennes-le-Château. Oui. Non, mais effectivement, enfin, bon, en lisant le trésor maudit de Gérard de Sède, sachant déjà à l'époque qu'il avait été coécrit avec Plantard, il y avait à la lecture de ce livre, il y a une série de hiatus et d'incohérences. Bon. Et donc, je me suis dit, je vais explorer ça en détail. D'un autre côté, dans le livre de Gérard de Sède, Le Trésor maudit, bien sûr, il reproduit l'illustration de la stèle de Marie de Nègre. Bon. Mais en fait, il n'élabore pas sur cette stèle, sur cette épitaphe. Il passe à côté et il nous parle alors de la pierre de Cumsourde, il nous parle de la fausse dalle horizontale qui est une invention, etc. Je dis, bon, c'est curieux, je vais approfondir le sujet. D'un autre côté, je lis le livre de Luc Chaumeil. Quoi il s'appelle encore ce bouquin enfin bon. Il y a le Testament du Premier Le Testament du Premier qui était dans Charivari d'ailleurs, de 1974, où il y avait les statuts du Premier. Oui, voilà. Donc je lis ce bouquin, et dans ce bouquin, il y a effectivement la reproduction d'un manuscrit de Philippe de Chérizet, où il décrit le codage de la stèle de Marie de Nègre, qui, bon, au lieu, on passe de J noble Marie, etc., à bergère, pas de tentation, etc., etc. Bon. Je lis ça, et je trouve que dans le récit, enfin dans la description que donne de Chérizet, c'est truffé d'erreurs, d'omissions, il saute des étapes, etc. Je dis, bon, c'est pas lui qui a écrit ça, pas possible. Bon. Donc j'ai reconstitué les manquants. Parfois, c'est lourd, hein, parce que, bon, quand il saute une étape, il faut reconstituer les 128 lettres par le chiffre de Vigenère, ça prend un certain temps. Bon. Donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis aperçu d'une chose bizarre. Le point de départ de l'explication de Chérizet, c'est qu'il faut repérer dans le grand parchemin 128 lettres parasites. Bon. C'est le point de départ. Mais je dis c'est quand même curieux. Enfin, le fameux parchemin, entre guillemets, grand parchemin, c'est une fiction, hein, c'est une invention, ça a été créé de toutes pièces. Pour arriver à la fin, à bergère, pas de tentation, mais je me dis au fond, la façon dont ça a été construit réellement, c'est de l'inverse. On est parti de bergère, pas de tentation, et on remonte, à la fin, on dégage les 128 lettres, qu'on est parti dans le document, dans le fameux grand parchemin, qui n'en est pas un, bien sûr. Bon. Et donc, dans les dernières phases, après avoir traité plusieurs fois, je dirais, le texte par le chiffre de Vigenère, dans les dernières phases, il y a un truc beaucoup plus compliqué. C'est le cavalier de l'air. Bon. Donc, il arrive à dégager un certain nombre de lettres qui déjà forment l'anagramme à la fois Sigil noble Marie et bergère par tentation, puisque bon, c'est l'un l'anagramme de l'autre. Et puis, il aurait pu s'arrêter là parce qu'il a prouvé, je dirais, sa thèse, bon, oui,
la stèle est codée. Bon. Non, il nous invite à disposer ces lettres sur 2 échiquiers. Et il fait parcourir un cavalier, un cheval, sur ces échiquiers dans un certain ordre qui fait que finalement, ben, on arrive à Bergère pas de tentation. Bon. Et pourquoi c'est le cavalier de l'air? Parce que Euler est celui qui a théorisé cette marche du cavalier. Donc, il a publié ses recherches sur ce cavalier, sur la marche du cavalier. Donc, c'est la marche du cavalier qui doit passer par toutes les cases sans revenir par toutes les cases de l'échiquier, sans revenir une seule fois sur une case qui a déjà été parcourue. Donc, c'est un problème très ancien, mais il l'a théorisé dans une revue allemande, en français. Bon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était au XVIIIe siècle, le français était la langue scientifique, la langue diplomatique. Toutes les cours européennes parlaient français, donc bon, voilà. Il est suisse, Euler. Et donc, il propose plusieurs solutions. Sur des échiquiers 64 cases, sur des échiquiers beaucoup plus grands, de 100 cases, enfin bon. Et il y en a un qui a retenu mon attention, parce que donc, ce sont des cases numérotées, 1, 2, 3, 4, etc. Et on fait, bon, mais graphiquement, il ne nous a pas reliés. Donc, moi, je prends ça et je les relis graphiquement, et je tombe sur un graphisme qui est pratiquement le même que celui que De Sène a publié non pas dans le Trésor maudit, mais dans Signé Rose-Croix. Oui. Dans Signé Rose-Croix, c'est à peu près le même texte que le Trésor maudit. Et là, dans une annexe, ça a l'air d'être vraiment une sorte de détail, il publie, et c'est assez curieux, le Bergère pas de tentation, mais décomposé en 6 tableaux. Ces tableaux, ce sont des échiquiers, c'est des tableaux de 64 cases chacune. Et curieusement, c'est numéroté en abscisse et en ordonnée, exactement comme on numérote les cases au jeu d'échecs. Donc je me dis, là-dedans, il y a quelqu'un qui est un maître des échecs, mais quelqu'un qui connaît bien le jeu, a dû intervenir dans la composition de tout ça. Donc je reconstitue la chose, et effectivement, le point, parce que bon, on sait qu'il faut aboutir à Bergère pas de tentation, parce qu'on a testé. En principe, on n'a pas la solution. Donc il faut savoir par quelle case commencer. Bon, et là, ça devient très subtil, parce qu'il y a vraiment les joueurs d'échecs qui sont susceptibles de découvrir par quelle case il faut commencer. Et c'est la case F6. Bon. Et la case F6, quand on joue aux échecs, enfin je joue aux échecs, je me connais un peu, c'est un mouvement du cavalier, donc qui passe de sa position initiale à la case F6. Et ça, c'est une manœuvre, enfin, qui a été pratiquée par de grands maîtres, notamment Alekhine et j'ai oublié son nom, c'est un nom compliqué, c'est un russe, mais ça s'appelle la défense Alekhine. Donc, quand vous jouez aux échecs, c'est toujours les blancs qui commencent, et quand les blancs commencent à jouer, ça s'appelle une ouverture. Les noirs, après, répondent à l'ouverture, et on appelle ça une défense. Donc la défense Alekhine. Et ce mouvement de la case vers la case L6 est propice à la réussite de la partie, et donc aussi à la réussite du décodage. Mais donc il a fallu que ce soit, enfin le type qui a composé ça, bon c'est sûrement pas Chérizet, c'est un type qui non seulement maîtrise la
cryptographie, bon, mais aussi c'est un type qui joue aux échecs. Bon. Alors qu'est-ce que ça peut être? Alors en lisant le bouquin de Sède, il nous donne un indice. Il dit, ah, j'ai fait appel au commandant Lerville, qui est à l'époque qui était le président de l'association des réservistes du chiffre. Bon. Alors, Lerville a écrit plusieurs livres historiques, mais il n'y a aucune, comment dire, sur Internet, on ne trouve aucune biographie du personnage, voilà, rien. Probablement parce que justement il travaillait aux chiffres et que secret défense. Bon. Et donc, toujours dans le Trésor maudit, c'est dit oui, donc j'ai fait appel au commandant Lerville. Et après une intense recherche, ils ont abouti à la conclusion que les textes étaient chiffrés au moyen de la clé du chiffre de Vigenère et d'un échiquier. Donc il décrit exactement le processus. Mais ce qu'il y a, c'est que de Sède dit, j'ai confié à ces réservistes les deux parchemins, bon, la reproduction de la dalle horizontale avec Étienne Arcadia Ego, la reproduction de la dalle de Kumsur et la reproduction de l'épitaphe de la stèle. Mais il n'a pas donné le message caché. Donc comment est-ce que les spécialistes du chiffre ont pu conclure à un chiffrage quelconque et ils disent en plus il y a eu transposition, il y a eu ça. Donc là il y a un hiatus dans son récit. Donc certainement il avait la solution, il n'a pas publié quand il a écrit le Trésor maudit, mais forcément il a dû le donner. Bon. Donc Lerville, je cherche, je trouve juste sa date de naissance et sa date de décès sur un site généalogique, mais rien d'autre, à part le fait qu'il a écrit, qu'il est l'auteur de plusieurs livres historiques. Et puis je cherche sur un article dans une revue de l'école polytechnique, bon, dans lequel on parle du commandant Lerville, voilà. Et ce commandant Lerville, dans cet article, parle d'un collègue, cryptographe comme lui, mais quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il le décrit comme étant un cryptographe de premier plan, la façon dont il résout les énigmes, voilà, ça relève de la sorcellerie, enfin bon, il encense un collègue. Bon. Et dans cet article, ce collègue est nommé. C'est un monsieur qui s'appelle Georges-Jean Tinvin. Donc, c'est le type qui, pendant la guerre, il était au service du chiffre de 1915 à 1918. Et pendant ce séjour-là, il a décodé tous les codes allemands pendant la guerre 14-18. Bon. Il a tellement bien fait ça qu'il a été, à l'époque, 1918, décoré de la Légion d'honneur. Il est fait grand officier en 1973. Bon. Et s'il est inconnu du grand public, il y a une raison tout à fait évidente. C'est le secret défense sur tout ce qu'il a fait, même sur ses, comment dire, sur les décorations qu'il a pu recevoir, qui a couru de juillet 1918 à juin 68. Donc, et moi je suis persuadé que c'est lui qui a composé qui a chiffré le code. Pourquoi? Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'était installé au Maroc, il est revenu en France en 1962. C'est exactement l'époque où De Sède, Plantard, Chérizet ont commencé à collaborer, en 62. Bon. Les Templiers sont parmi nous. Pardon? Les Templiers sont parmi nous. Voilà. Bon. 62. Voilà, okay. Et même époque d'ailleurs, Trésor du Monde de Charles. Voilà, exactement. Voilà. Et donc,
pour moi, je suis convaincu qu'ils ont fait appel à ces services pour fabriquer ce code. Mais, comme j'en étais convaincu, la façon dont Chérizet explique la démarche n'est pas la bonne. Il a certainement procédé, il y a des indices un peu partout dans le système, complètement différemment. Et il a dû enseigner à Chérizet l'inverse de ce qu'il a composé, probablement pour protéger son boulot et parce qu'il était toujours secret défense. Et certainement, le commandant Lerville a dû dire à Gérard de Sède, écoute, tu n'en parles pas. Donc le bouquin est paru en 67, il était toujours couvert secret défense. Ok, mais tu ne parles pas de l'ordre de Rennes. Voilà, dans le trésor maudit. Oui, tu n'en parles pas, mais tu fais aller comme ça. Point de vue d'un hermétiste. Oui, bon, enfin bon. Donc, pour moi, et donc ça, c'est une première démarche que j'avais faite. Un peu plus tard, je me dis, tiens, je vais vraiment fouiller, chercher, m'intéresser au service du chiffre français pendant la guerre 14-18. J'ai acheté 2-3 bouquins. Et il y en a un qui, alors, là, la vérité se révèle, s'appelle La France gagne la guerre des codes secrets, 14-18. Dans ce bouquin, on parle du commandant Lerville, on parle de Georges-Jean Painvin, enfin, à toutes les pages. Bon. Et alors, il y a le truc, c'est en 68, juste quelques mois ou 2-3 mois avant l'expiration du délai du secret défense, Lerville invite Georges-Jean Painvin dans un cercle, le cercle suédois à Paris, il l'invite à rencontrer son homologue allemand. Donc, qui avait créé les codes que Painvin avait décodés. Bon. Et le type s'appelle Fritz Nebel. Alors c'est génial parce que Nebel en allemand ça veut dire brouillard. Donc c'est parfait pour un cryptologue. Bon. La société du brouillard, il n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. et alors, donc ils sont, voilà, ils boivent un verre ou ils bouffent, je n'en sais rien. Bon, et Painvin dit à son homologue allemand, écoute, j'ai déchiffré tous tes codes, t'en as créé, il y avait le code, ces codes ont des noms bizarres, le code UBCHI, UBCHI, puis il y a le code ABC, il décrypte tout ça, mais en quelques jours. Bon. Et puis, le Nebel invente, à partir de 1918, un autre code plus compliqué, suivi d'un truc encore plus compliqué, que Painvin déchiffre en 48 heures. Il est écroulé, il est mort de fatigue, il doit être hospitalisé, bon, tellement il est bon. L'Allemand tombe de sa chaise. Il croyait que ces codes étaient inviolables. C'est pas vrai du tout. Donc, voilà. Et quand Painvin décrit les codes allemands, il décrit succinctement, mais il explique à son homologue allemand, voilà, ce code-là, ça fonctionnait comme ça, comme ça, comme ça. L'autre, ça fonctionnait comme... Et c'est exactement la description du code qui est passé de Siginoble Baridonec à... C'est exactement le même. Ce qui, pour moi, prouve que c'est bien Painvin qui est l'auteur de code. Qu'est-ce qu'il a tout simplement fait? Il s'est inspiré des codes allemands qu'il avait décodés 50 ans plus tôt. Voilà. Mais vraiment, c'est assez extraordinaire parce qu'il dit oui, voilà, dans tel code, il y a le chiffre de Wigner. C'est quand même curieux qu'en 1914, les Allemands emploient le chiffre de Wigner qui avait été complètement cassé au XVIIIe siècle, mais non, ils l'employaient encore. Bon. Enfin, donc, pour moi, ça, c'est ma conviction. Alors, bon, vous allez me dire, ça, c'est quand même fort loin de Rennes-le-Château.
Eh bien, pas tellement. Pas tant que ça. Pas tellement. Georges-Jean Painvin a probablement été mis au courant de toute l'affaire Saunière, etc., par son père ou un ami de son père. Parce que donc, le père de Georges-Jean Painvin, qui s'appelle Georges Félix, est aussi polytechnicien. Et il avait comme condisciple et ami un autre polytechnicien, qui avait un an plus que lui, enfin, n'importe, et je vous le donne en mille, qui est ce bonhomme? Ah ah, ah. Alors, si je vous dis qu'il était ingénieur des chemins de fer sur la ligne Quillan-Limoux. Hein? Alors, et qu'il a épousé une certaine, j'ai oublié son nom, mais héritière des bains de Ginol. Toujours pas? Comme ça, Ernest Cros. ah, d'accord. Ils étaient copains. C'est incroyable. Donc, évidemment, c'est la génération au-dessus de Georges, mais tout à fait, comment on dit, probable et possible même que les deux se soient entretenus des folies de Béranger Saunier à Rennes-le-Château, que Cros connaissait très bien à partir de 1887, et donc il est fort probable que le fils, pas nécessairement quand il était gamin, mais avant, par exemple, d'entrer à Polytechnique, donc il avait 18, 20 ans, quelque chose comme ça, ou même après, quand il est sorti, puisqu'il est sorti en 1905, ou 6, je ne sais plus. Donc, 1906, c'est la fin des extravagances et des constructions saunières, donc ça me paraît tout à fait possible. Donc, voilà en gros où je me suis arrêté. Provisoirement. La mystification de Plantard, de Chérizet, Ouais. quel est le but pour toi? Le but premier et final après. Mais la mystification, pour moi, c'est d'avoir fait croire à des lecteurs crédules qu'une épitaphe bancale d'une... Parce que bon, l'épitaphe, la représentation qui en est faite dans le bulletin de la César, dans la description oui, c'est gravé grossièrement, brisé en son milieu. C'est pas du tout ça. On a un truc parfaitement nickel où tout est lisible. Bon. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, oui. Bon, c'est de faire croire à un public complètement crédule que, voilà, une épitaphe bancale d'une aristocrate provinciale au XVIIIe siècle est censée contenir un message caché unique. Et bon, pour moi, ça c'est la mystification, parce qu'en réalité, avec Sigisnoble Marie, il y a moyen de trouver autre chose, d'autres messages cachés, avec exactement les mêmes lettres. Et c'est ce que je vais démontrer dans ma conférence. Oui, par un système qui est propre aux chiffres de Vigenère, qui s'appelle l'autoclave. Donc, c'est pas compliqué. Tu prends Sigisnoble Marie, etc., comme texte à déchiffrer. Comme clé, tu prends Bergère, pas de tentation, et que là, ça donne un code. Quand tu remets ce code après Sigisnoble Marie, ça génère Bergère, pas de tentation. Et donc, je vais faire la démonstration avec une anagramme qu'un internaute très érudit, me semble-t-il, a posté en 2008, je pense, voilà, sur Internet. C'est Hélène à Diabel, vin de Sion, enfin bon, etc. Et j'entre ça. Enfin, bon, heureusement, maintenant, il y a des logiciels en ligne, parce que si on veut faire un autoclave, c'est laborieux à souhait, quoi. Bon. Donc, j'entre ça, et ça marche sans problème. Donc, Bergère, pas de tentation n'est certainement pas le seul et unique message codé, caché, possible à partir de l'épitaphe.
Donc voilà, on a été berné par... on a voulu nous faire croire, oui, voilà, c'est Bergère par tentation, oula. Mais quand dans Pierre et Papier, on lit l'explication que donne de Chérizet, pourquoi Bergère, tentation, Poussin, c'est tellement alambiqué et c'est pas croyable, c'est même pas crédible, quoi. Il donne des explications, mais voilà. D'ailleurs, Jean-Luc Chomeil détient en sa possession le Pierre et Papier original de Chérizet, pas au prieuré de Haussion, mais au prieuré de Carénac. Oui, mais enfin, la reproduction qu'il donne, comment dire, Chomeil donne la reproduction, c'est l'écriture même de Chérizet. Il donne aussi une transcription dactylographiée, dans laquelle il y a encore des erreurs qui ne sont pas... Voilà. Donc moi j'ai laissé tomber la transcription dactylographiée nette, j'ai regardé le document de Chérizet, mais là c'est truffé d'erreurs, d'omissions que j'ai dû reconstituer parce qu'on n'y arrive pas. Et pour toi, le prieuré en lui-même, la mystification peut-être politique qu'il y a eu, puisque Plantard, on sait qu'il était très influencé par Joseph Fell, la Croix du Sud, tout cela. Oui, quel est pour toi le but, peut-être, autre qu'une mystification de codage, mais un but derrière, peut-être politique ou d'une société, qui serait en cache du prieuré de Sion Oui, mais alors là, je ne vois vraiment pas quel est le substrat politico, machin, à partir de la stèle de Marie-Hélène. Je ne vois pas du tout. Mais bon, il y a d'autres trucs dans la vie de Plantard et dans voilà. C'est la théorie un peu justement de partie la mienne sur l'histoire du triangle Gisors, enfin Arginy, Gisors, Anne Château, comme quoi le prieuré de Sion, il serait né un peu dans les antagonismes de Lyon, d'Arginy, va à Gisors après en 62, puis en 67 à Rennes Château. Puis il se termine en fait à Rennes Château, mais au départ il commence le livre de Jean-Patrick Portal est Templier au prieuré de Sion. Oui, ben enfin ça c'est vraiment, je dirais, quelque chose que j'ai pas du tout étudié. Donc voilà, moi vraiment c'est étudier la mystification qui tourne autour du codage, de la stèle. Quoi. Je rappelle que Jean-Patrick organise le cycle de conférences au Rennes Château où tu as ta conférence également. Voilà. Bon. Sur une conclusion, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, ou peut-être un prochain livre, ou un autre dossier sur lequel tu as abordé? C'est possible, enfin, c'est comme je t'ai dit la dernière fois que tu m'avais interviewé, c'était il y a un an, il y a 2 ans même, et tu m'avais posé la même question, je t'ai dit, ben oui, il y a toujours des choses à trouver, et hop, et il y a le bouquin, et voilà. Le mystère décrypté, que j'ai ça. Malheureusement, je l'ai sorti trop vite. Je l'ai sorti, et les informations sur, comment dire, le service du chiffre avec, comment dire, Georges Jean Pinvin, que je cite déjà, ça m'est venu après, quand j'ai lu ce bouquin sur la France décode le chiffre. Non, oui, le livre. Le livre, oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est venu après et trop tard, quoi. Bon. Mais curieusement, enfin, la demande pour la crypte oubliée ne faiblit pas. J'ai rencontré Hélène Colmenero à la librairie et je dis, mais ça va, est-ce que vous avez assez de... Oui, on a assez de mystère décrypté, ça va, mais il nous faut encore des exemplaires de... Et je dis, mais j'ai quasiment plus rien. Et puis je me suis souvenu que j'avais donné des exemplaires à l'hypermarché Leclerc à Limoux. Donc aujourd'hui, j'ai fait l'aller-retour. J'ai demandé au gars qui est responsable, je dis, bon, est-ce qu'éventuellement vous avez vendu? Ah ben non, ils sont toujours là. Donc il en restait 2. Enfin, il m'en a vendu un sur les 30 qu'il avait confié. Voilà, donc à mon sens, il faudrait peut-être penser, mais ça coûte une fortune, enfin j'ai fait tout ça à compte d'auteur, c'est très cher, à rééditer la crypte oubliée avec une annexe alors, avec ce que je viens de dire. Bien, on a pour rappel le Rennes Château, le mystère décrypté, donc chez édition PJS, et avec une préface de Christian Doumergue. Ouais. Voilà.
Paul Saucez. Merci, Mike. Merci à toi.